Alors, on est vraiment content de recevoir à nouveau André-Carl Vachon. André-Carl, ça va bien? Ça va bien, merci. Alors, bonjour tout le monde. Oui, bonjour, André-Carl. C'est fun que tu viennes. Là. Ça faisait quand même un bout de temps. Là. Il s'est passé beaucoup de choses. C'est intéressant. Je te Ouais. suis sur Facebook, puis on manque pas de choses à voir. Moi, j'aime ça. Ouais. Je trouve ça parfait. Une vie occupée. Ouais, ben, tant mieux. Félicitations, en fait. Puis c'est vraiment cool. Je veux dire, ça n'en prend qui réussissent à faire des choses avec notre histoire puis notre généalogie. Il y a peu de gens qui réussissent autant que toi. Puis moi, je trouve ça le fun. Merci. C'est pas nécessairement évident, mais je travaille fort. Effectivement. Puis justement, André-Carl, la première fois qu'on t'a rencontré, ben, c'était pour nous parler de l'histoire des Acadiens en général. Lors de cette émission-là, ben, tu nous as appris qu'on avait des ancêtres acadiens qui avaient été déportés des fois en Europe, la très grande majorité en Nouvelle-Angleterre, mais aussi à d'autres endroits qui sont un peu moins connus. Parle-nous donc un petit peu brièvement de ton récent voyage, puis qu'est-ce qui t'a amené là-bas? Ben voilà, donc j'étais en Martinique dernièrement parce que bon, moi mes ancêtres déportés à New York ont ensuite choisi d'aller s'établir en Martinique, ils avaient été recrutés en fait. Et puis donc j'étais de retour en Martinique pour l'inauguration du chemin des Acadiens, donc demande que j'avais faite en 2017. Et puis bon, la bureaucratie, c'est long, la toponymie, faire changer le nom. Et puis là, oups, la pandémie nous est tombée Ouais. dessus. Donc, tout a arrêté pendant, comme vous le savez, là, un bon laps de temps. Et puis, ben voilà, tout a été repris. Et puis, ben voilà, c'est le 8 juillet donc dernier, c'est-à-dire en 2024. J'ai eu la réponse que ça y est, c'était fait. Et puis, on acceptait. Moi, j'avais prévu des dates de voyage et puis finalement, on acceptait que ce soit le 13 avril 2025, l'inauguration du chemin des Acadiens. Alors ça, c'est une belle réalisation C'est à quel endroit exactement? à Morne-Rouge. C'est dans le quartier de Sainte-Cécile qui autrefois se nommait Chamflore. Et puis Chamflore a été fondé par ces Acadiens venus de New York. Donc, ouais, alors voilà. Donc, une carte de 1928 démontrait que c'était indiqué chemin de l'exploitation de Monsieur Lecomte ou chemin des Acadiens. Alors, Monsieur Lecomte était le Mathieu Lecomte, le grand propriétaire de ce territoire-là. Et puis, on a Fait qu'il y avait recruté déjà un peu la dénomination Chemin des Acadiens à ce moment-là. exactement. Est-ce que ça Donc, l'a aidé dans les démarches pour faire reconnaître? En fait, avant de continuer, bravo, merci beaucoup. On s'entend, c'est en Martinique. Nos ancêtres sont reconnus en Martinique. Moi, je trouve que c'est vraiment excellent. Donc, merci beaucoup, bravo. Ensuite, est-ce que ça a facilité la tâche, le fait qu'il ait déjà utilisé la dénomination Chemin des Acadiens? ben, moi, ce que j'ai fait quand, du moins, alors, faire une histoire courte, en février 2017, j'y étais pour le lancement de mon livre, Une petite Cadie en Martinique. J'ai accompagné un groupe de voyageurs aussi là, qui faisait une tournée en Martinique. Il y a eu un gros événement, tout ça. J'ai reçu la médaille du Morne Rouge. C'était vraiment un bel événement. Suite à ça, l'historien Vincent Hugues Belrose, qui a aussi écrit la préface de mon livre, m'a envoyé, je venais de revenir du voyage, il m'a envoyé il disait, regarde ce que j'ai trouvé, puis il y avait cette carte de 1928. Et donc, moi, suite à ça, je me suis dit, bon, ben, qui risque rien n'a rien. Alors, je me sens pressé. Je me rappelle, c'était le 15 février, donc 2017. J'ai écrit à la mairesse. Et puis, je lui ai dit, ben voilà, comme vous pouvez voir sur la carte de 1928, c'était écrit Chemin des Acadiens. J'aimerais ça, si c'était possible, ce serait bien. Donc, qu'on réinstaure le nom de la rue, Chemin des Acadiens. Et elle m'a répondu en avril. Il faut comprendre le délai de poste. Il est long. C'était une demande par écrit. Oui, oui, j'ai fait par écrit, puis j'ai mis les cartes, j'ai mis les preuves, tout ça dans l'enveloppe pour être sûr justement que ça soit pertinent. Et puis qu'ils voient bien que c'est pas juste une Ouais, que parole, c'est une demande en sérieux, l'air, là, mais que ouais. c'était quelque chose de formel. Et puis finalement, ben, c'est ça, en avril, j'avais la réponse que
oui, elle était d'accord puis qu'elle trouvait ça intéressant. Puis maintenant, ben, c'est ça, c'était tout le processus là, avec la toponymie, là-bas, la commune. Donc, il faut gérer ça avec les élus, tout ça. Puis là, ben, qui demande de changement de nom, ça veut dire que tout le monde qui habite sur cette rue-là doit changer leur adresse. Ça implique beaucoup de choses. Ouais, Donc, c'est sûr que c'est long comme processus. intéressant. Mais pour comprendre hein, qu'est-ce qui amène des Acadiens en Martinique, on va revenir un peu, rafraîchis-nous la mémoire là, sur un peu sur ce qu'est la déportation, ce qu'on va appeler le grand dérangement. Là. Qu'est-ce qui amène à la déportation des Acadiens? Ben, déjà, ça, c'est une question à... elle peut être très longue. Je vais essayer de faire ça court parce qu'il y a plusieurs points de vue différents, évidemment. Si on reprend ce qui s'est passé avec l'histoire des Acadiens, bon, la France perd l'Acadie avec le traité d'Utrecht en 1713. Et là, à ce moment-là, quand il devient possession britannique. Et dès lors, et puis depuis très, très longtemps, si on veut rester sur place, il faut signer le serment d'allégeance pour devenir citoyen britannique. Et le serment d'allégeance est signé au nom du roi ou de la reine en présence. Donc, à chaque fois qu'il y a un roi ou la reine décède, il faut recommencer le processus. À Donc ce là, le moment-là, en serment 17... d'allégeance, essentiellement, c'est que on dit qu'on porte allégeance au roi, puis qu'on est un sujet du roi, donc C'est ça. du roi britannique. Essentiellement, parce qu'on s'entend que les Acadiens, à ce moment-là, c'est des Français de quelques générations. Donc, tu recules un peu sur tes origines françaises pour dire maintenant, on est britannique. C'est ça. Puis là, ben, il y a toute la question de la reconnaissance de la religion qui est protégée par le traité d'Utrecht. Et là, donc, signer un serment d'allégeance, ça veut dire je reconnais que c'est mon roi, je reconnais que j'ai des devoirs envers ce roi, mais je reconnais aussi que lui, il a j'ai des droits aussi, donc, via ce roi-là ou cette reine-là. Et là, c'est tout le côté complexe de, ben, c'est une population catholique française. Et là, nous sommes avec un royaume anglophone et protestant. Donc, il y a déjà une loi anglaise qui dit que les catholiques n'ont pas le droit de prendre les armes pour protéger ce roi-là ou pour se défendre. Bref, tout simplement parce que c'est le serment du test. Donc, il faut qu'ils renient la religion catholique pour devenir protestant, pour OK, pouvoir fait que prendre. pour être sujet britannique, tu peux pas être catholique et sujet britannique. Ben là, c'est ça. C'est ça qui est un peu le piège dans tout ça, là, c'est que là, le traité d'Utrecht permet qu'ils restent catholiques et les protège en fait catholiques, mais à cause de ça, ils peuvent pas prendre les armes pour défendre le roi. Bref. Vraiment compliqué. Ça, c'est 1713. 1714, la reine décède. Donc, il y avait un an pour signer le serment d'allégeance envers la reine, mais la reine est décédée entre-temps. Ils avaient aussi un an pour quitter. Ça, Alors, c'était la reine, Anne, Anne. Anne. simplement. C'est Anne Stewart. Là, Ouais. là on peut pas. Donc là, les Acadiens, très peu vont quitter parce que là, finalement, on les invite à aller visiter l'île Royale, qui n'est pas peuplée encore à ce moment-là, qui est le Cap-Breton. Et donc, c'était de la terre de roche. Ils ne sont pas très, très intéressés. Très peu y vont. Finalement, bon, là, c'est Georges I qui prend place au lieu de la reine Anne. Et là, c'est long, hein, c'est la poste, mais c'est la poste, on Par s'entend qu'il n'y a bateau. pas, c'est par bateau. Alors, c'est très long. Alors, le temps que ça arrive, que ça parte et tout ça, bon, que ça arrive auprès des gens, ça prend du temps. Et là, ils ont toujours cette année-là pour signer le dit serment d'allégeance. Donc, ça prend vraiment du temps. Finalement, c'est en janvier 1715 que, bon, il y a des reconnaissances qui sont faites. Ça, c'est à Beaubassin, Port-Royal, Grand Pré. Ils vont prêter serment d'allégeance. Est-ce que c'est tous les Acadiens qui signent Pour, le serment d'allégeance à ce pour moment-là? celui-là, ce sont les délégués seulement, donc les représentants. Ensuite, bon, ça se passe quand même bien. Et là, ben, Georges I va mourir et Georges II va prendre place en 1727. Et là, toute la complexité, parce que là, ce ne sera pas les délégués, il faut que ça soit tout le monde.
Puis là, ben, les chefs de famille, puis les gars de 16 ans et plus. L'adolescence, ça n'existe pas à ce moment-là. Ouais, Tu t'es passes un d'enfant homme. à un homme à 16 ans. Donc là, c'est un peu compliqué. Là, les Acadiens, ben, sont pas fous. Ça fait quand même depuis 1713 qu'ils vivent sous le régime britannique. Ils comprennent un peu comment ça fonctionne. Et on a quand même du monde scolarisé. Alors, puis il y en a qui parlent un peu anglais aussi avec le temps. Il ne faut pas oublier que les Acadiens faisaient du commerce avec Boston aussi. Donc, il y en a vraiment qui parlent anglais. Alors là, ils connaissent pas toutes les règles, mais ils sont pas fous. Donc là, la règle du serment d'Utrecht, je suis pas sûr qu'ils la connaissaient bien. Et je suis pas sûr qu'ils se souvenaient non plus que le traité d'Utrecht les protégeait pour la question de la religion. Puis là, on est rendu en 27. Alors, ils vont demander de signer le serment d'allégeance. Évidemment, on leur demande ça, mais ils vont demander des conditions. Conditions de ne pas perdre la religion, conditions de pouvoir partir quand ils veulent, et conditions aussi de ne pas prendre les armes envers le roi de France s'il y a un conflit avec le roi de France, justement parce Ouais, que ouais, les territoires voisins sont français et ouais. certains ont quitté et puis ils savent très bien qu'ils ont des frères, des sœurs, des cousins, des amis qui sont de l'autre côté de la frontière. Donc, ils ne veulent pas se Ouais. battre contre eux. Fait que là, On peut les essentiellement, comprendre. ouais, là, essentiellement, on est rendu aux enfants de ceux du moment où le traité avait été fait. On est une trentaine d'années après. On a encore des Euh, vivants de ce serment-là, puis on a oui, les mais ils sont enfants plus qui sont vieux, puis rendus c'est ça. adultes, effectivement. Puis, il y en a qui sont restés, il y en a qui sont partis. Il y en a aussi que, tu sais, on n'avait plus, pas juste l'Acadie, il y avait d'autres colonies françaises. Donc, il y en a qui sont en Nouvelle-France à côté, qui ne sont pas avec le même roi maintenant. Puis, en Nouvelle-France, on a encore le roi de France. Donc, prendre les armes pour le roi d'Angleterre en cas de guerre entre, mettons, la Nouvelle-France puis l'Acadie qui est rendue en Nouvelle-Angleterre, ça implique de se battre contre ses cousins. Ça implique de se battre contre son frère, contre un cousin, contre des amis, voisins d'autrefois, effectivement. Donc là, les Acadiens, ils demandent ces conditions-là. Le gouverneur de l'époque dit oui, fait signer. Il y a même une lettre qui dit, j'ai réussi en avril 1730 à dire, j'ai réussi à faire signer tous les hommes de 16 ans et plus. Quand même. Ceux qui restaient, là, ont signé en novembre, mais c'est tout, là, puis c'est quelques-uns, on ne parle même pas d'une dizaine de personnes. Alors, on dit que tous les Acadiens ont signé ce serment-là. Sauf que je rappelle, il n'y avait pas besoin d'une condition pour la religion parce que le traité d'Utrecht les protégeait, puis il n'y avait pas besoin d'une condition pour prendre les armes parce que le serment d'Utrecht les empêchait. Donc, il y avait Donc, il déjà demandait quelque deux. chose qu'il y avait déjà. C'est ça. Alors, ils vont dire ensuite que, bon, il n'y avait pas besoin de ces conditions-là là, dans leurs lettres entre eux, là, les Britanniques. Là. On disait qu'ils n'ont pas besoin de ça. Finalement, les lois ils sont déjà là. Mais bon, ils vont le faire pareil. Mais là, on voit qu'il y a une interprétation qui dit que les Acadiens avaient pas, il y avait des conditions, puis que là, ça les dérangeait là, au niveau des Britanniques, mais pourtant, les lois les protégeaient. Donc, finalement, Ben, les Britanniques aussi devaient en avoir qui ne connaissaient pas les conditions du traité ben d'Utrecht, ça ne voilà. rien. Et voilà. Donc, tout ça pour dire qu'ensuite va arriver la guerre de succession d'Autriche en 1744 à 48. Les Acadiens, pour la très grande majorité, restent neutres. Certains vont se mettre du côté français, ils vont essayer de reprendre l'Acadie, mais très peu. C'est quelques-uns de Pisiquid, puis quelques-uns de Grand-Pré. Et ils vont être ensuite pas mis à mort, mais ils vont être pourchassés par les Britanniques, là. Je cherchais une expression plus juste, là, mais et ils vont être et ces gars-là vont fuir. Ils vont s'en aller justement à l'île Royale ou l'île Saint-Jean, là, ils vont fuir. Mais les autres, ils n'ont pas pris les armes. OK? Alors, il y a plein de textes qui disent effectivement dans le courrier britannique là, qu'on peut encore lire aujourd'hui, qui vont dire qu'effectivement, ils vont être punis sévèrement s'ils ont hébergé des soldats français, ils ont aidé les Français, etc., etc. Bref, va faire en sorte que bon, la paix est signée en 1748. Mais il va rester, et là, ils vont demander aux Acadiens, le nouveau gouverneur qui arrive, c'est Cornwallis en 1749, puis là, il va dire, bon, on repart la patente à nouveau, je veux un serment d'allégeance, pas de conditions. Mais là, les Acadiens disent, ben, on l'a déjà signé, le serment d'allégeance, pourquoi on va en signer un autre?
ils comprennent pas. Alors, finalement, ils sont entêtés, puis ils ne signent pas de nouveau serment d'allégeance. Arrive un nouveau gouverneur par la suite, Pilgrim, puis lui, il va dire, bah, ils n'ont pas besoin, tout est correct, la vie est belle. Il va tomber malade, il rentre en Angleterre, et là, va le remplacer le lieutenant-gouverneur, Charles Lawrence, qui lui va dire, non, moi, je veux qu'il signe un nouveau serment d'allégeance, pas de conditions. Sinon, on va se débarrasser de cette population-là. Alors, finalement, c'est là que rentre toute la bisbille puis toute l'histoire qui va pas. Charles Lawrence ne respecte pas les lois, finalement, et il va faire toutes sortes d'histoires pour justement préparer à cette déportation-là. Pourquoi on va les déporter? On dit qu'ils n'ont pas signé le serment d'allégeance, c'est des rebelles, on les considère comme... ils n'ont pas respecté leurs ententes, pourtant, c'est pas ça, là. Puis ceux qui n'ont pas respecté l'entente de neutralité, ils sont partis, ils ont été pourchassés, en tout cas, bref. Dans les lettres de Charles Lawrence, on va voir que lui, il va même dire que la Nouvelle-Écosse, c'est là qu'il y a les plus belles terres pour cultiver tout ça. Alors, on voit que on veut que ça soit aussi une terre anglo-protestante. Le fait catholique dérange beaucoup. Pas nécessairement pas parce qu'ils parlent français, mais le fait catholique les dérange. Ça, c'est les relents de la guerre anglo-protestante qu'il y avait autrefois. Alors ça, c'est vraiment, c'est plus toutes ces raisons-là. Puis on va dire aussi qu'il encourage, on voit ça dans une des lettres, puis ça a même été publié dans les journaux, que les Acadiens encouragent, non, que les prêtres catholiques encouragent les Acadiens et les Autochtones à couper les gorges, surtout les Autochtones, donc à couper les gorges des nouveaux colons britanniques. Mais là, ils mélangent tout parce qu'ils mélangent leur entente avec les Autochtones puis versus leur entente avec les Acadiens. Et là, c'est ça. Donc finalement, ils vont déporter un peu moins de 6000 Acadiens qui étaient sur le territoire de la Nouvelle-Écosse, qui ne comprenaient pas évidemment le Cap-Breton à ce moment-là. Okay. Alors ça, c'est pour répondre à la question. Au niveau de la destination, là, comment c'était organisé? Qui décidait qui s'en va où? Alors, il y avait le qui est une bonne question, mais le comment est une autre réponse. C'est-à-dire que il y avait déterminé qu'ils envoyaient à peu près 1000 personnes à 1500 personnes par colonie. Et comme ce sont des sujets britanniques, la règle à ce moment-là, c'est on envoie les citoyens donc à son roi. Alors, ils sont sujets britanniques, ils sont donc envoyés en Nouvelle-Angleterre. C'est-à-dire du Massachusetts jusqu'en Georgie. Puis on s'entend qu'aujourd'hui, effectivement, le Sud ne s'appelle plus Nouvelle-Angleterre, mais dans ce temps-là, on disait tout ça, c'est la Nouvelle-Angleterre. Au niveau de la destination, là, comment c'était organisé? Qui décidait qui s'en va où? Alors, il y avait le qui est une bonne question, mais le comment est une autre réponse. C'est-à-dire que il y avait déterminé qu'ils envoyaient à peu près 1000 personnes à 1500 personnes par colonie. Et comme ce sont des sujets britanniques, la règle à ce moment-là, c'est on envoie les citoyens donc à son roi. Alors, ils sont sujets britanniques, ils sont donc envoyés en Nouvelle-Angleterre. C'est-à-dire du Massachusetts jusqu'en Georgie. Puis on s'entend qu'aujourd'hui, effectivement, le Sud ne s'appelle plus Nouvelle-Angleterre, mais dans ce temps-là, on disait tout ça, c'est la Nouvelle-Angleterre. Aujourd'hui, si on dit Nouvelle-Angleterre, on dit non, c'est tout près, là, mais bref. Oui, et la Nouvelle-France aussi, c'est pas le territoire du Québec. Puis, c'est ça. Le Nouveau-Mexique, whatever. C'est ça. Je voulais juste préciser là, pour ne pas me faire dire hey, c'est pas l'Angleterre. Non, aujourd'hui, non, ça ne l'est plus, mais à l'époque, oui. Les envois, ça se passe tout sur le territoire nord-américain? Alors, seulement du Massachusetts à la Georgie. Un seul gouverneur qui ne voudra rien savoir d'eux, c'est en Virginie, et lui va dire c'est le problème du roi, alors il les retourne au roi, donc il les envoie à Londres. Et de là, ils vont être séparés puis placés dans quatre villes différentes.
et donc détenus sur place. Mais Fait que là, dans le fond, ce qui se passe, c'est qu'ils prennent 1500 personnes, ils prennent les familles, ils les mettent dans un bateau avec un service, puis ils les envoient jusqu'à l'autre place, ils débarquent, puis tout le monde est content. Ben, les Britanniques sont contents, mais pas les Acadiens. Puis ils sont séparés, c'est-à-dire quand on arrive par exemple, à Beauséjour, et là, vraiment, tout le monde est envoyé un peu partout, là. C'est-à-dire, on embarque, et c'est même écrit dans les textes anglais qu'ils vont essayer de garder les familles unies, mais qui sont sûrs de ne pas avoir réussi, puis c'est effectivement le cas. Ils font-tu vraiment des efforts ou... Ben, en tout cas, c'est ça qui est indiqué, mais bref, ça, c'est une autre question. Et donc, il y en a qui sont envoyés de la même région, là, donc dans toutes ces colonies-là, c'est-à-dire en Caroline du Sud, en Géorgie, on va en voir à New York, en Pennsylvanie, ils sont vraiment répartis. Alors, ils n'ont pas pris la population de Beauséjour, puis ils ne l'ont pas dit, d'accord, eux, on les envoie en Caroline du Sud. Là. C'est pas ça ton voisin peut être à New York ou en Géorgie ou ton peu frère importe, peut être à New York, puis toi, tu peux être en Caroline du Sud. Ils ont essayé de ne pas les séparer, mais c'est arrivé quand même. C'est-à-dire, les premiers déportés sont les gars justement du Fort Beauséjour, et on envoie 160 quelques hommes sans leurs femmes et leurs enfants. Séparément. Est-ce qu'ils séparaient les femmes et les enfants? Alors là, les femmes, le curé, ce qui est arrivé, les missionnaires vont récupérer les femmes, les enfants, ils vont les envoyer à l'île Saint-Jean, qui dans le sud de là, ils vont être qui est l'île du Prince-Édouard aujourd'hui. Et ensuite, la majorité d'entre elles vont se retrouver à Québec. Et là, les hommes vont essayer de partir puis d'essayer de retrouver leurs femmes et leurs enfants. Il y en a qui ne réussiront jamais. Et il y en a que oui, quand même, mais très peu. Les quelques-uns ont réussi à rejoindre l'Acadie française à ce moment-là, qui est le Nouveau-Brunswick aujourd'hui. Certains d'entre eux vont retrouver leurs femmes, mais ensuite, quand Charles Lawrence va apprendre qu'il y en a qui ont réussi à quitter, qui sont rendus le territoire voisin, il n'est pas content, il envoie une missive à tous les gouverneurs pour dire « Non, non, vous les gardez ». Alors, le prochain contingent qui est en train de fuir justement la Caroline du Sud et la Géorgie arrive à hauteur de New York. Ils sont capturés et emprisonnés, puis la majorité d'entre eux ne reverront jamais leur famille. Certains vont réussir à fuir, mais très peu. Ils vont réussir à se rendre à Québec, mais très, très peu. Bref, c'est ça, cette déportation extraordinaire et assez inhumaine, merci. Est-ce que tous les Acadiens ont resté jusqu'à la déportation ou il y en a qui ont vu la soupe chaude puis qui ont juste quitté avant? Ou... Ben, la soupe chaude a commencé avec l'arrivée du gouverneur Cornwallis, donc en 1749, et dès ce moment-là, il y en a qui vont quitter. Alors, mais ils vont aller en territoire voisin, c'est-à-dire dans le sud du Nouveau-Brunswick aujourd'hui, où ils vont aller à l'île Saint-Jean, très peu, mais quand même, certains vont aller quand même à l'île Royale. Alors, ils vont vraiment dans des territoires voisins proches, très peu quand même. On ne parle pas de beaucoup, parce qu'on réussit quand même à déporter près de 6000 personnes. Là, la population, c'était combien en Acadie à ce moment-là? On parle d'environ 10 000. 60% de la population se fait déporter, puis les autres... Grosso modo, oui. Ouais. Alors là, je ne dis pas les chiffres exacts, là, mais c'est grosso modo. Là, parce autant de la déportation de 1755 sont rendus à 12 000 quelques, et puis, non, ouais, c'est ça, presque 13 000 Acadiens. Là, on parle souvent du chiffre de 14 000, mais c'est parce que ça inclut les Français qui étaient de l'île Royale, mais des enfants qui sont nés là, des fois mélangés avec des Acadiens, alors qui ne sont pas Acadiens nécessairement. Là. Mais c'est ça. Voilà. Ouais. Puis dans le cas des Acadiens qui se retrouvent en Martinique, peux-tu nous expliquer c'est quoi leur périple avant d'arriver là? Bien, déjà, le premier contingent, là, avant de revenir à cette histoire-là, là, pas juste pour démêler tout le monde, il y a deux arrivées en Acadie, pas en Acadie, mais en Martinique. Les premiers qui arrivent en Martinique, ce sont les Acadiens et des Français
qui avaient été déportés en France, donc la déportation de 1758 de l'île Saint-Jean puis de l'île Royale. Ils sont 42 à s'en aller en Martinique déjà en 1763 et eux s'en vont à Fort-de-France. Alors, eux ont une histoire un peu différente. Eux vont se mêler à la population, puis je suis pas sûr qu'ils ont pris contact avec les Acadiens qui vont arriver l'année d'après. Et là, ce sont ceux qui ont été recrutés dans la colonie de New York à ce moment-là. On prévoyait recruter 150 Acadiens et c'est 129 Acadiens de New York qui acceptent l'offre. Et eux sont amenés à Saint-Pierre, donc dans le nord de l'île. Et c'est eux qui ensuite sont pressentis pour aller fonder ce nouveau village de Chamflore qui sera aujourd'hui donc fait partie intégrante donc de Morne-Rouge, c'est ce qui est la commune qui va donc qui devient Morne-Rouge à ce moment-là. Là, la Martinique, à ce moment-là, c'est une colonie française. On parlait tantôt de Fort-de-France. Donc, j'imagine qu'il y avait des gens en Martinique, puis ensuite les Français se sont installés, puis c'était essentiellement géré par des Français à ce moment-ci. Oui, ben alors déjà avant la guerre de 7 ans, c'est une île française. La guerre de 7 ans, ils disaient les Britanniques essaient de la prendre. Ils vont réussir à la prendre, mais elle sera redonnée à la France avec le traité de paix, le traité de Paris. Et puis, c'est ça. Donc, avec la signature du traité de Paris, alors le roi va dire, bon, ben, tous ces gens qui sont arrivés chez nous, là, qui ont été déportés, tous ceux les Acadiens aussi qui ont été déportés en Nouvelle-Angleterre revendiquent d'être rapatriés en territoire français. Et c'est comme ça que... on va déterminer que ceux-là s'en vont en Martinique. Et puis, ben voilà, c'est un négociant qui va aller les recruter. 129, comme je disais, vont accepter cette offre-là. Et puis, et voilà. Et là, les autorités martiniquaises à ce moment-là, alors, il faut comprendre qu'il n'y a pas de village en plein milieu, à tout est côtier. Et puis là, on détermine que, déjà, il faut comprendre que on est dépendant un petit peu des colonies britanniques parce que notre bœuf, on le fait venir des colonies britanniques. Il n'y a pas d'éleveurs sur l'île à ce moment-là. Et on se dit, bon, ben voilà, on est avec une population qui nous arrive d'Acadie d'autrefois, des grands propriétaires terriens, des éleveurs, des agriculteurs. Ben voilà, on va les envoyer développer Chamflore pour nous faire un village, qui sera relais avec la Trinité avec l'autre côté de l'île, mais aussi qui va permettre qu'on ait ces éleveurs-là sur place et ces agriculteurs sur place en Martinique. Et ça va nous éviter de faire venir justement ces produits-là, la viande et légumes, donc des pour colonies, être moins dépendant des colonies ennemies. Voilà. Donc, c'est ce qu'on va faire. Alors, eux, ils vont, et c'est en flanc de montagne, tu sais, il faut monter, là, c'est montagneux avant d'arriver sur ce plateau-là. Il n'y a pas vraiment de chemin, c'est eux qui vont tout défricher. Donc, dès eux, ils vont arriver en mois d'août. Et puis, dès l'automne, voilà, on se met à défricher puis à faire un chemin pour se rendre à Chamflore. Et dès 65, ils sont installés. Donc, à Chamflore, mais là, il faut tout faire. Hein. Puis il faut défricher, puis on s'entend, là, ils sont habitués à la forêt plus boréale, au climat nord-américain, mais là, on est en c'est un peu Martinique. différent, c'est ça, il fait chaud. C'est de la savane, et puis c'est ça, c'est pas la même chose. Là. Tu dis qu'ils sont recrutés, c'est quoi l'entente? On leur donne un terrain, puis ils deviennent sujet français, ou c'est plus compliqué que ça? Non, là, c'est les règles françaises. Alors, ils ne sont pas propriétaires. Ça reste que c'est Monsieur Lecomte, le propriétaire. C'est un peu comme le seigneur, mais finalement, c'est eux qui défrichent la terre. Mais là, on leur dit qu'il faut qu'ils travaillent pour eux, sinon ils n'auront pas la solde, c'est-à-dire le montant d'argent pour pouvoir être payés. C'est un peu complexe. Mais ils vont quand même s'installer, ils vont le faire parce qu'effectivement, ben, ils sont un peu pris avec cette entente-là. J'ai pas trouvé de document pour ça clairement, mais quand même. Donc, ils s'installent et puis ils défrichent tout ça. Ce qui est arrivé, ce qui était très dramatique dans leur cas, c'est qu'ils sont pas habitués justement à ce climat-là.
Donc, il y a des maladies tropicales, évidemment, que certains vont mourir. Donc, fièvre jaune, toutes sortes de maladies qui ne sont pas habituées. Mais l'autre chose, ce qui ne sont pas habitués, c'est aux ouragans. Ouais. Oh, ouais. Et en 1766, va avoir ce méga ouragan qui va dévaster l'île. Donc, tout le nord de l'île est dévasté. Et donc, dans les lettres et les rapports de l'époque, Chamflore est détruit entièrement. L'église, le presbytère, magasin, ils vont dire les cases, donc les maisons, c'est le terme de l'époque. Alors, les cases sont détruites et on va même dire qu'il y a des familles qui sont trouvées là, sous les décombres, des familles entières, puis j'en ai trouvé 3 familles acadiennes qui disparaissent parce qu'ils sont tous morts pendant ce moment-là. Et là, on parle de 1766, ils sont déportés en 1755. Ils ont vu, eux autres, c'est des Acadiens qui étaient à Annapolis-Royal, donc autrefois Port-Royal. Ils ont vu leur maison brûler. Ils ont tout perdu. Ils se retrouvent dans une colonie où les enfants sont pris. Les gars sont placés pour être apprentis, les filles sont placées pour être servantes dans des familles anglo-protestantes. Le but, c'était de les assimiler. Et là, ils vont finir par revendiquer puis revoir leurs enfants, peut-être pas tous, mais quand même. Et ils s'en retrouvent en Martinique. 11 ans plus tard, Là, tout est détruit encore. on repart tout. Donc là, c'est dur, ça, pour des jeunes familles. Le concept de syndrome post-traumatique n'existait pas, là, mais clairement, il devait être traumatisé par les événements qu'ils ont vécu là, à plusieurs reprises. C'est sûr que ça a sûrement pas été facile. Bref, moi, mes ancêtres faisaient partie de ce groupe-là, François Martin, Françoise Laure. Eux, ils vont décider de s'installer ensuite à Le Carbet. Et donc, ils ne retourneront pas, eux, à Chamflore. Mais certains vont quand même rebâtir et s'installer et rester. Et c'est comme ça quand même que la plupart des Acadiens sont là. D'autres vont choisir de s'installer à Saint-Pierre. Donc, finalement, moi, mon ancêtre, un de ses fils, va s'installer à Lamentin, qui est tout près de Fort-de-France. À l'époque, on appelait aussi Fort-Royal. C'était pas Fort-de-France, mais aujourd'hui, c'est Fort-de-France. Mais c'est ça, donc les Acadiens vont quand même bouger, puis la vie recommence. Et il y a tout ce mouvement de retrouvailles qui existe partout, c'est-à-dire pas seulement en Martinique. Il y a plein d'Acadiens qui sont à Saint-Domingue, il y a plein d'Acadiens il y en a qui sont en Guyane française, il y en a qui sont fortement partis au Québec. Alors, il y a et d'autres en Louisiane, évidemment, et on cherche où est les membres de notre famille. Il y a par exemple une famille Maillet. Louis Maillet apprend que son père est en Martinique. Lui était à Saint-Domingue. Ils vont donc quitter Saint-Domingue pour aller s'installer en Martinique pour retrouver la famille. Alors, il y a des mouvements retrouvailles comme ça. Il y en a qui, famille Mouton qui était en Martinique, apprend que leur famille, la majorité de la famille est rendue en Louisiane, quitte pour aller les rejoindre en Louisiane. Et il y a vraiment des mouvements comme ça. Comment est-ce qu'ils apprenaient que les gens, je veux dire, il y avait les prêtres communiquaient entre eux autres, j'imagine, ou c'était quoi le processus? Oui, puis les gens aussi, évidemment, tout se promène par bateau marchand. Donc, la poste fonctionnait comme ça. Alors, on envoyait des lettres, on essayait de se retrouver. Oui, les prêtres ont beaucoup aidé. Il y a des lettres qu'on a encore aujourd'hui parce qu'elles ont été confisquées par les Britanniques et sont retrouvées dans les archives. Et on a une série de lettres qui ont été retrouvées par des chercheurs, notamment Jean-François Mouot. Comment est-ce qu'ils apprenaient que les gens, je veux dire, il y avait les prêtres communiquaient entre eux autres, j'imagine, ou c'était quoi le processus? Oui, puis les gens aussi, évidemment, tout se promène par bateau marchand. Donc, la poste fonctionnait comme ça. Alors, on envoyait des lettres, on essayait de se retrouver. Oui, les prêtres ont beaucoup aidé. Il y a des lettres qu'on a encore aujourd'hui parce qu'elles ont été confisquées par les Britanniques et sont retrouvées dans les archives. Et on a une série de lettres qui ont été retrouvées par des chercheurs, notamment Jean-François Mouot. Ou Mouot, je ne sais jamais comment il prononce son nom.
Et puis, c'est ça. Donc, il fait en sorte qu'on a trouvé ce type de document-là, de lettres où on voit papa est mort, as-tu des nouvelles de mon oncle, un tel? Oui, finalement, on voit une réponse ensuite qui revient, que finalement, mon oncle est à New York, que finalement, on a su que ma tante est décédée. Bref, il y a toutes sortes de lettres comme ça et un courrier comme ça qui est disparu, là, parce qu'on ne le sait pas. Tout ce qu'on sait, c'est ceux qui ont été confisqués puis qui se sont Ouais, retrouvés dans les ceux qui ont été archives. retrouvés, c'est ça. Alors ça, c'est ce qui fait en sorte qu'on sait que ça existait et que c'est comme ça que les gens se sont déplacés par la suite pour retrouver les membres de leur famille. Tu sais, si je prends par exemple l'exemple des Acadiens qui étaient à New York, ben, il y a un certain nombre va quitter vers Québec parce qu'ils vont accepter l'offre de Murray puis ils vont s'en aller retrouver les membres de la famille qui sont là. D'autres s'en vont effectivement, comme je disais, en Martinique. Et c'est comme ça que le mouvement se passe et certains vont même aller à Saint-Domingue. Donc, c'est ça, ça bouge beaucoup. Mais ce qui fait en sorte que quand même, il y a des Acadiens qui vont rester en Martinique, qui vont s'établir. Et il y a des traces de ça, c'est-à-dire, moi j'ai visité à Saint-Pierre le mémorial justement pour l'éruption du Mont Pelé qui a eu lieu en 1902, qui a brûlé, vous voyez, un autre Ouais, gros intempérie, on pourrait dire ça comme ça, qui dévaste encore une fois la Martinique. Alors, Saint-Pierre est donc brûlé par l'éruption du Mont Pelé, le volcan. Mais on voit au mémorial, effectivement, les noms de ces familles qui étaient là. Et donc, il y a des Martins, il y a des Hébert, des Aymard, qui étaient des Acadiens, des Benoît, des Bouteliers qui avaient marié des Martins. Bref, on voit ces noms-là dans le mémorial et c'est très, très, très impressionnant, là. C'est un peu comme on peut voir ce type de mémorial, les Tours Jumelles à New York ou ouais, comme d'autres mémoriaux qu'on peut trouver en Europe, là, de toutes sortes de plaques qu'il y a là, pour toutes sortes ouais. La différence, c'est que c'est d'habits. des cousins éloignés à nous autres. Et voilà. Et donc, c'est Ça là qu'on voit touche. qu'ils sont vraiment restés et ça touche. Et quand on parle aux gens aussi sur place, il y a encore des familles Laure. En Martinique, il y a encore des familles Martin, il y a encore des Bouteliers. Et là, les gens, moi, quand je disais les noms, ils me regardaient avec ah, ben oui, ah oui. Alors, c'est comme ça qu'on sait aussi que ces Acadiens-là, ils se sont mêlés à la population et qu'effectivement, bon, ils ne sont pas nécessairement blancs pâles. Donc, Ouais. c'est ça qu'il faut bien comprendre. Ils se sont mêlés à la population et ils n'ont pas eu d'esclaves. Ils étaient eux-mêmes sous un peu ce même régime-là, comme on a vu tout à l'heure, là, quand je vous parlais qu'ils n'étaient pas propriétaires, puis ils devaient rendre les produits de la terre, puis tout ça pour avoir l'argent pour être capable de se nourrir, puis et vivre. Donc, Fait que c'est des Martiniquais là, au teint foncé qui portent les mêmes noms que ce qu'on a ici au Québec. ben, ils sont pas si foncés, là, mais et quand même, parce qu'ils sont vraiment Ouais. tous métissés. Mais ben, il y en a quand même qui sont plus foncés que d'autres, mais oui, effectivement. Alors, moi, j'en ai vu qui étaient Ouais. pratiquement de ma couleur. Donc, Non, OK. ben, on avait un peu ça aussi en Nouvelle-France. Tu sais, les colons français disaient aux Amérindiens, tu sais, le métissage existait beaucoup, là, beaucoup plus, je pense, sous le régime Oui, français que sous le régime britannique. absolument. Oui, oui. On revient peut-être un peu en arrière, mais bon, tu parlais de la première vague qui sont arrivés, qui se sont rapidement là, mélangés à la population. Dans le cas de la deuxième vague, ceux qui sont arrivés de New York, est-ce qu'ils ont un accueil? C'est quoi l'accueil qu'ils ont en Martinique? Ben, ils sont bien accueillis, vont recevoir des vêtements, de la coutellerie, là, des outils pour s'installer. Alors, ce sont les marchands qui les accueillent à Saint-Pierre. Puis Saint-Pierre, il faut comprendre qu'à ce moment-là, c'est là la capitale. Alors, c'est pas Fort-de-France. La capitale, c'est Saint-Pierre. Et Saint-Pierre est considéré comme étant le petit Paris des Antilles. C'est la grande ville des Antilles françaises avec son théâtre,
Vraiment, c'était une très, très belle ville. Alors, les marchands les accueillent, c'est eux qui s'occupent de les héberger, de s'assurer qu'ils ont tout ce qu'il faut et très, très rapidement, comme je disais, on les envoie donc défricher pour aller s'installer à Chamflore. Donc, ils sont vraiment très bien accueillis. Puis eux autres, là, on parlait de l'adaptation, mais ils ont dû trouver qu'il faisait chaud un peu, là, quand même. Là. Ben, c'est sûr que, bon, quand on est en bord de mer, il y a des bonnes brises. Quand on est en montagne, dépendamment, le climat il y a beaucoup de microclimats aussi. C'est-à-dire que il peut faire chaud, mais en même temps, on peut avoir une très belle brise qui vient donc des montagnes. On peut avoir tout d'un coup une petite bruine qui arrive, qui est très rafraîchissante. On peut avoir une pluie de 5 minutes. Évidemment, il y a deux grandes saisons, hein. La saison sèche qu'ils vont appeler le carême et la saison des pluies, hein. Donc, donc c'est sûr que ça, c'est très différent parce que c'est pas 4 saisons comme nous en Amérique du Nord, là. Puis là, je parle comme au Canada, là, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas un printemps, été, automne, hiver, là. Donc, c'est toujours vert, là, ou presque, là, à part dans la saison sèche, ça va être un peu plus, évidemment, sec, mais quand même. Donc, mais ils vont quand même bien s'en tirer pour la plupart, évidemment, qui restent là. La colonisation de Chamflore, est-ce que c'est juste des Acadiens qui se retrouvent là ou il y a aussi de la population plus locale à ce moment-là? Non, il n'y a pas de population locale, mais Chamflore aura 3 quartiers. Le quartier, on va l'appeler la Petite Alsace, et il y aura aussi le bourg des Allemands. Donc, eux n'étaient pas prévus dans le coup, c'est-à-dire que ce sont des gens qui étaient partis pour la Guyane française. Et là, arrivent pour s'installer là-bas, il y a échec de colonisation, ça se passe pas bien, ça meurt vraiment beaucoup. Et donc, ces bateaux-là étaient repartis pour s'en retourner en Europe, puis finalement, ils vont prendre une pause en Martinique. Et là, on va leur dire, ben, installez-vous ici, puis ça se passe bien. Puis ils vont effectivement, donc, le côté nord de la rivière, c'est Crochet, ou Cloche, je me rappelle plus. Donc, ça sera la partie acadienne, la petite Cadie. Le côté est sera le bourg des Allemands, le côté sud sera le bourg, la petite Alsace. Est-ce qu'ils vont se mêler? C'est une bonne question. Est-ce qu'ils restent? Ça, c'est aussi une bonne question. Mais c'était des Allemands, donc ils parlaient allemand puisqu'il y a des Allemands, l'Allemagne, la France, ouais, ben, ils s'en allaient en ouais. territoire français. Hein, ouais, donc, fait que c'est ça. Parce qu'il y a beaucoup d'Allemands qui parlent français. Souvent, ils parlent allemand-français plus qu'allemand-anglais. Et voilà, ça devait être c'est ça, ils devaient parler peut-être les deux langues ou peut-être plus le français parce qu'ils s'en allaient en Guyane française. Puis ils savaient qu'ils s'en allaient en territoire français. Puis évidemment, les frontières ont bougé avec le temps. Ouais, c'est pas oui, les frontières ça. d'aujourd'hui. Parce donc, que évidemment, nos ancêtres français, des fois, avaient des noms plus allemands ou il y a des Allemands qui avaient des noms plus français. Des fois, ils francisaient les noms. Les royaumes ont changé de vraiment souvent dans la France qu'on connaît maintenant, c'est pas la France de 500 ans avant, là. c'est ça. Donc, voilà. Alors, d'après moi, ils parlaient français là, pour s'en aller en territoire français, évidemment. OK. Puis, bon, comment se passe la suite des choses pour ces Acadiens-là? Comme par exemple, dans le cas de tes ancêtres à toi, comment ça se passe? Est-ce qu'il Ben alors, Martin Françoise Laure, comme je disais, s'installe donc au Carbet, à L'Anse-la-Touche, et qui se trouve vraiment entre le centre, donc le petit centre-ville du Carbet et de Saint-Pierre. Donc, c'est vraiment entre les deux. Eux s'installent là, et puis la vie semble bien se passer. Lui va mourir quand même assez rapidement. C'est un navigateur, probablement. Et on le voit, il disparaît des registres. D'après moi, il est mort en mer, mais encore là, c'est une hypothèse. Et donc, le dernier baptême d'un enfant est en 1767 au Carbet. Puis ensuite, mon ancêtre se marie en 1770. Il est dit décédé.
Et donc, voilà, donc c'est ce qui fait que... Mais ensuite, on va voir, et peut-être parce qu'il y a eu un changement de frontière là, au niveau de la paroisse, je ne le sais pas, mais ensuite, le reste de la famille, on va les retrouver à Saint-Pierre. Bref, moi, mon ancêtre, leur fille, donc elle, Madeleine, va marier un soldat français au terme de son mandat. Et lui va décider ensuite de venir s'établir à Québec. Il ne restera pas c'est Béranger. Il reste pas, lui, en Martinique. Et donc, les deux filles qu'ils avaient seront baptisées, et ça aussi, c'est étrange. Les filles ne sont pas baptisées en Martinique, elles vont être baptisées rendues ici à Québec. Alors, Avec je sais déjà pas si... quelques années d'âge. Oui, la plus vieille, je crois qu'elle avait 3 ans, puis la petite, elle avait quelques mois ou 1 an de C'est peu mémoire. commun, ça, pour les catholiques, surtout à Il est l'époque. très, très peu commun. Alors, je me demande si justement il n'y avait pas un conflit avec le soldat, puis la curie à ce moment-là. Parce que, Peut-être. bref, moi, c'est mon hypothèse qu'il ne s'entendait pas avec M. le curé, puis il a décidé de sacrer le camp, puis c'était réglé. Ouais, ben c'est ça, ça explique plein de choses. Ça serait probablement ça, parce que je Monsieur le vois pas. curé n'était pas d'accord que la fille elle se marie avec un soldat. Tu sais, c'est quoi la passe, là, je sais pas. Mais bref, lui, il choisit de s'installer à Québec. Et puis finalement, une de ses petites filles, Bérangée-là, va marier un giguère qui, lui, choisit la Beauce. Et bien, voilà. Donc, Puis de là, ta famille Beauceron. beaucoup de Beaucerons sont descendants de ce couple qui arrive de Martinique et puis qui sont peut-être pas très, très au courant, là, qui ont des ancêtres qui ont vécu en Martinique. Mais c'est quand même ça. Giguère qui vient de France, de Touroux, je pense, dans ce coin-là, ou non, Je me prononcerai pas, je me souviens pas par cœur, là, mais probablement, là, mais faudrait vérifier, Il effectivement. faudrait voir. Non, Mm. fait que non, c'est quand même intéressant comment un. Tu sais, parce que ça s'est pas passé de l'Acadie vers la Nouvelle-France pour que ça se rejoigne, comme beaucoup de nos ancêtres, c'est ça. C'est les Acadiens qui sont rapidement allés en France, mais toi, c'est vraiment plusieurs générations après. C'est quand même. Ah ouais, Quand c'est un même... parcours particulier, là, Ouais, c'est-à-dire des Acadiens qui sont déportés à New York, qui ensuite se retrouvent en Martinique, qui de là, elle a marié un soldat français qui choisit de venir s'installer à ouais, Québec. il Tu aurait pu sais, aller en France. c'est pas, c'est ça, c'est pas un périple qui est commun, mais effectivement, Ouais, ils il doit sont en pas les avoir d'autres. seuls. Ouais. Ils sont 12 de mémoire à une vingtaine, je pense, à faire ce voyage-là, c'est-à-dire en 17, c'est 74 de mémoire, où ils quittent, ou 75, ils quittent la Martinique et s'en viennent à Québec. C'est Donc c'est spécial. assez particulier, effectivement. Dans une colonie, tu sais, avec le Québec, ce qui est maintenant, là, c'est pas. Ah oui, oui. Puis là, on s'entend, C'est par choix, là. c'est territoire anglais là, quand Oui, même. Là. puis ils C'est vont par britannique. choix, Là. là. C'est vrai. C'est plus ça. Là. C'est plus un C'est territoire français. Là. Fait que c'est assez étrange quand même. ouais, c'est ça. C'est quand même c'est un choix. Mais en même temps, tu sais, ils savent qu'il y a de la parenté éloignée qui est sûrement Ben, c'est aussi ça. Mais présente. c'est pour ça que je pense que moi, parce que moi, je pense vraiment qu'il devait y avoir un conflit quelconque, là, ce soldat-là. Il y a une bisbille, quelque chose qui fait qu'il décide de quitter un territoire français pour s'en aller dans un territoire britannique. Quand même, majoritairement, la population est française, mais quand même, il y a quelque chose de bizarre là-dedans. Ben, si tu peux être en France puis que tu veux être à quelque part de Britannique, c'est peut-être un bon spot, là, mais je veux dire, C'est ça, ça parle français. autrement, aller volontairement dans un territoire britannique, il y a des recherches intéressantes à faire avec ça. Oui, Mm. ça serait assez de trouver pourquoi il quitte, là. Ça, c'est. Ben, c'est pas évident. J'ai pas trouvé ça. Non, c'est pas évident non plus, parce qu'il n'y a pas nécessairement. Il y a peut-être une preuve en quelque part, un acte notarié, un acte X, là. Je sais pas. Bref, il sac Puis son là, camp. si on peut peut-être revenir aussi un petit peu sur ton voyage récent, est-ce que les Acadiens ont laissé un leg en Martinique? Ben, les gens de Morne-Rouge, et ça, c'est très beau parce que c'est eux-mêmes qui me l'ont dit, là, c'est pas moi qui l'interprète. Les gens étaient fiers aussi de dire on renomme le chemin des Acadiens, mais Peut-être revenir aussi un petit peu sur ton voyage récent, est-ce que les Acadiens ont laissé un leg en Martinique? ben, les gens de Morne-Rouge, et ça, c'est très beau parce que c'est eux-mêmes qui me l'ont dit, là, c'est pas moi qui l'interprète.
les gens étaient fiers aussi de dire on renomme le chemin des Acadiens, mais en même temps, Chamflore c'est agricole, mais aujourd'hui, dans Morne-Rouge, ce segment-là de Morne-Rouge, c'est un secteur agricole. Et donc, eux, ils voient que cet héritage-là vient des Acadiens. Et donc, de renommer ce chemin-là, ça avait aussi une valeur importante pour eux parce que c'est de reconnaître que ce sont les Acadiens qui ont défriché ce territoire-là et c'est un patrimoine qui leur est resté. Alors, et comme je leur ai dit là-bas, ben, plusieurs Martiniquais d'aujourd'hui, ben, ils ne savent pas nécessairement, mais ils ont effectivement des ancêtres acadiens. Donc, ça aussi, c'est tout un héritage qui leur est révélé, qui était peu connu, pour ne pas dire pas connu. Et ils sont contents d'ajouter cette histoire-là, malgré qu'elle est dramatique. Mais quand on compare, évidemment, la majorité des Martiniquais, bien, ils sont descendants de l'esclavage. Hein? Donc, eux aussi, c'est une histoire dramatique qui se rejoint parce qu'effectivement, quand on pense à ce que les Acadiens ont vécu dans les colonies britanniques à un coup déporté, quand on enlève les enfants puis qu'on les place, puis qu'on les envoie dans des travaux forcés, on regarde en Georgie, on voit effectivement que les Acadiens se plaignent qu'ils ont vu des enfants se faire vendre avec des esclaves africains pour aller travailler dans les plantations. Et là, on se retrouve avec cette population-là qui sera libérée par la suite avec l'abolition de l'esclavage. Mais quand même, il y a une histoire dramatique qui se rejoint dans tout ça. Donc c'est sûr que pour eux, c'est une corde de plus à leur histoire, mais c'est aussi se rendre compte qu'ils ne sont pas non plus les seuls. Évidemment, je ne suis pas en train de simplifier leur histoire, mais ils se rendent compte qu'il y a cette histoire dramatique qui s'ajoute à la leur, qui était déjà drôlement dramatique, évidemment, avec l'esclavage puis tout ça, là, ce qu'on connaît. Puis en même temps, c'est intéressant, c'est que l'autonomie agricole de la Martinique est arrivée avec les Acadiens. Ben, c'est ce qu'on peut remarquer, là, c'est ce qu'on voulait faire. Puis effectivement, est-ce que c'est le legs qu'ils ont laissé? C'est cette terre-là qui ensuite est reprise puis qui est développée pour cette agriculture-là locale. Tu disais que très peu étaient au courant là, de cette histoire-là. Est-ce que tu en as rencontré là-bas des gens qui ont dit ah, moi, mon ancêtre, là, j'ai fait ma généalogie, puis c'était lui? Non. Pas vraiment, mais j'ai rencontré, par exemple, alors là, des Français installés. Ben, et là, c'est ça, c'est toute la nuance hein, entre les descendants français et les descendants d'esclaves, là, par exemple, parce qu'il y a des populations afro-descendantes. Et là, il y a vraiment des Français, là, blancs, là, qui, eux, sont venus me parler et eux se retrouvaient probablement descendants des Français qui étaient à Louisbourg, qui, eux, ont choisi d'aller aussi s'installer par la suite, donc déportés en France, qui ont choisi de s'installer en Martinique. Il y avait un monsieur Cochet qui est venu me voir, puis il faisait probablement, qui avait probablement ce lien avec des Cochets qu'il y avait justement à Louisbourg. Alors, il y a des gens comme ça qui sont venus me voir, mais on peut remarquer aussi, c'était dans le livre, un livre d'histoire justement de Chamflore où qui disait, puis ça c'était après l'éruption du Mont-Pelé, que des gens étaient venus à Chamflore pour voir s'il restait des traces de leurs ancêtres acadiens. Donc, il y en a qui le savaient, mais on s'entend que en 1902, on avait encore cette mémoire-là. Maintenant, à 2025, on rajoute 125 ans presque. c'est ça, là. Donc, est-ce que nécessairement tout le monde se souvenait de ça? Tu sais, si on reprend ici au Québec, c'est pas tout le monde qui sait qui a des origines nécessairement acadiennes. Et là, c'est tout le défi de la passation, de la transmission orale. Moi, juste dans ma famille, c'est pas tout le monde non, qui le savait. C'est pas parce qu'on le racontait pas. C'était raconté. Parce qu'on l'écoutait pas. Ben, est-ce qu'on écoutait, mais est-ce que ça nous intéressait de le savoir? Tu sais, c'est pas tout le monde qui s'intéresse à l'histoire. Tu sais, moi, j'en ai dans ma famille que la mécanique est plus intéressante, puis c'est bien correct. Ou le sport.
puis tant mieux. Je veux dire, moi, la mécanique, ça m'intéresse moins. Mais justement, des histoires, mais ça m'intéresse. Donc, moi, j'étais très, très, très à l'affût de ça. Puis quand les frères de mon grand-père me racontaient que leur grand-mère est acadienne, ben, tu sais, moi, les autres, ça les intéressait pas, donc ils le racontaient peut-être pas, tu sais, mais à moi, ils savaient que j'étais intéressé par l'histoire, donc puis je posais des questions sur leurs grands-parents. Fait que là, c'est sûr de me dire, hey, notre grand-mère est acadienne, puis ensuite de dire, quand on creuse un petit peu, ben elle, c'est son arrière-grand-père qui est arrivé comme réfugié à Québec. Fait que, tu sais, ça s'est rendu, mais c'est encore là, c'est une question de transmission, puis d'une question d'écoute puis d'être intéressé. Donc, c'est sûr, quand on n'est pas intéressé de se faire raconter les histoires d'autrefois, ben on peut perdre effectivement cette transmission orale, cette histoire orale qui est là, qui est pourtant, et ça a l'air loin, mais c'est pas si loin de façon générationnelle. Mais tu sais, si je prends mon côté martiniquais, ben, mon arrière-grand-mère, je pense pas qu'elle le savait. Du moins, si elle savait qu'elle avait une arrière-arrière-grand-mère qui était née en Martinique, elle ne l'a pas raconté. Puis je dis ça dans le sens où ces 4 gars, de tous ses descendants, il n'y a pas personne qui était au courant de cette histoire-là. Tu sais, c'est moi qui l'ai trouvé en faisant ma généalogie. Je dis ancêtres sont mariés en Martinique, puis je trouvais ça étrange. Puis après ça, j'ai fait le lien que, mon Dieu, c'est mes ancêtres acadiens, que c'est ça, puis je comprenais rien. Et là, ben, j'ai investigué, puis voilà. Mais ça, c'est autre chose. Mais tu vois, c'est ça. Alors maintenant, en Martinique, est-ce que tout le monde, après l'éruption du Mont Pelé, c'est ça, là, c'est compliqué, là, c'est ça, c'est loin. Question plus technique, je te dirais. On fait de l'histoire de la généalogie. Est-ce que c'est facile de trouver des registres en Martinique? Ben évidemment, il y en a qui sont. Est-ce que tout existe? Là? Ça, c'est la question. Je suis pas sûr. Par exemple, il y a une bonne partie des registres qui ont été numérisés qui se retrouvent sur ANOM, c'est-à-dire les archives non, faut que je le dise comme il faut. Les archives nationales outre-mer, voilà, des anciennes colonies françaises. Alors, donc oui, mais tout n'existe pas. Est-ce que les registres français étaient aussi bons? Parce que nos registres au Québec, en Nouvelle-France, au Québec, sont vraiment excellents pour de la généalogie. Est-ce que c'est aussi bon en France ou en France outre-mer? Bon, alors moi j'ai lu Martinique, je suis en train de lire maintenant Saint-Domingue, je n'avais déjà lu beaucoup avant, là, je suis en train de les relire. Je dirais même que des fois ils sont mieux et ça dépend du prêtre, parce que c'est ça, Ouais. parce qu'il y en a qui sont mieux dans le sens où c'est intéressant, ils mettent toutes les professions, là, même des témoins, là, c'est incroyable. Là. Moi je suis en train d'en lire présentement, là, puis je peux te dire qui est qui là, dans la place. Là, parce que genre au baptême du petit garçon, tu as son parrain, le témoin, le troisième voisin, puis tu sais que lui, il était journalier, cultivateur, puis tout. C'est cool. Puis, vraiment, là, les professions sont écrites, là, c'est incroyable. Puis là, tu sais même où il habite. Il habite à telle place. Il habite chez. Là, dans des funérailles, elle est morte à telle place chez tel monsieur. Je dis, mon Dieu. Il y a vraiment du détail qu'il n'y a pas nécessairement ici au Québec. Moi, ça, j'ai jamais vu ça au Québec. Ben, c'est même ça. Quand il y en a qui ont des beaux détails. En Martinique et à Saint-Domingue, c'est fou le détail qui est indiqué. Donc, ça, c'est vraiment intéressant parce que ça permet de. Surtout Saint-Domingue, là, ça permet de remettre, il y a eu tellement de décès, ça permet d'essayer de comprendre un peu plus le système puis la famille. En Martinique, il y a un peu moins de décès, ça va mieux, mais encore là, avec toute l'information qui est indiquée, bien, ça a permis justement de comprendre encore plus bien, c'est qui ces gens-là. On voulait en faire des cultivateurs, mais on a des navigateurs, on a des marchands, on a des tailleurs de pierre, on a des tailleurs de vêtements. Donc, pour faire les habits. Il fallait vivre quand même, là, ça prenait plein de gens. Fait qu'on a un forgeron. Fait que quand on recrée un nouveau village, ben, ça prend des gens de métier de tout. Fait que, donc, ça va quand même. Donc, c'est sûr que c'est ça qui est intéressant dans ces registres-là. C'est que ça permet de comprendre, wow!
OK, on a vraiment tous les métiers, là, ou presque, là. Fait que ça permet de comprendre encore mieux qui sont nos ancêtres que plus journaliers ou de la place, là, de la paroisse, là. Puis des fois, ça dit pas trop qu'est-ce qu'il fait dans la vie, là, mais Ouais. Mais là, dans les colonies, en tout cas, dans les Antilles, ces deux îles-là que j'ai investiguées, c'est très clair. C'est cool. C'est super intéressant parce que c'est moins loin dans le temps. Donc, généralement, en tout cas, moi, dans mes recherches, c'est souvent plus facile. Moins qu'on recule loin, plus qu'on a de facilité à trouver quelque chose d'habitude. Puis, c'est parce que quand on regarde au début de la colonie, pour la plupart des Québécois, surtout au début de la Nouvelle-France, là, on est un 1660, là, on recule plus loin. Puis plus qu'on recule loin, souvent, il faut retrouver, c'est plus difficile. Puis là, on est un peu moins loin pour un début de colonie avec ce que ça implique. Ça va te prendre des gens pour faire tout. Ça va prendre quelqu'un pour faire. Un forgeron pour faire de quoi pour tes chevaux. Ça va prendre tout. C'est cool. C'est ça. Exact. Puis ce qui est intéressant, c'est le croisement avec les détails de recensement. C'est facile parce que là, le registre est détaillé. Fait que là, avec le recensement, le pairage est magnifique parce que c'est assez clair là, que tu ne te trompes pas. Autre que quand le risque d'erreur est moins. Ça monte au niveau de confiance. Autre que quand tu as fait comme j'ai des ancêtres en Martinique, quand tu faisais tes recherches, est-ce qu'il y a eu à un moment donné un fait qui a vraiment fait comme wow, c'est spécial, quelque chose de vraiment hot, parce que tu étais vraiment, vraiment content de le trouver, quelque chose de, une belle découverte? Une belle découverte, c'est quand, par exemple, j'ai trouvé cette liste d'Acadiens qui revendiquaient d'être rapatriés en territoire français, qui était à Preston, Connecticut, et que cette liste-là n'était pas dans les archives nationales outre-mer, mais elle s'est retrouvée aux affaires étrangères. Liste égarée, donc elle n'était pas dans le corpus. On me disait, ça n'existe pas, cherche pas ça, ça se peut pas. Puis finalement, il y a un auteur louisianais dans un livre des années 50 qui faisait une référence à ce document-là. Puis je me disais, ça se peut pas qu'on me dise que ça n'existe pas alors que quelqu'un en fait une référence archivistique. Ouais, s'il en parle, il doit bien l'avoir vu. Là, c'est ça. À moins de dire, on s'entend qu'il y en a qui, des fois, font des hypothèses puis qui essayent de rapiécer certains morceaux. Là, on parle d'un livre de comme 60, 70 ans quand même. Là. Oui, on parle des années 1950. Bref, finalement, tu vois, à l'Université de Moncton, on me disait ça n'existe pas, on n'a pas ça. Finalement, un de mes contacts en Louisiane, un de mes co-auteurs, j'ai écrit puis j'ai dit hey, ça dit-tu quelque chose, ça? Et finalement, il me dit laisse-moi quelques jours, je vais vérifier. Puis il m'est revenu avec une transcription. Puis c'est là que j'ai dit OK, toi, tu as une transcription, il y a quelque chose qui cloche. À Moncton, on me dit que ça n'existe pas. J'ai dit, où t'as pris ça? Il me dit aux archives à Ottawa. Je dis, c'est assez étrange que c'est Louisiane qui me répond. Quand Moncton, on me dit que ça n'existe pas. Puis finalement, il y a une transcription qui est à Ottawa. Donc, j'ai écrit aux archives à Ottawa et là, on me dit, on m'envoie la même transcription. Je dis, je veux pas une transcription, je veux l'original. Je dis, c'est où? Fait qu'on me dit en France. Je dis, sérieusement, en France, il y a des archives à tout coin de rue. J'exagère. Mais il y en a beaucoup. Donc, finalement, on m'a donné 5 adresses et c'est à la 3e qu'on m'a dit, nous avons le document. Et j'ai dit à mon éditeur à ce moment-là, on achète les droits de reproduction parce que, écoute, à Moncton, on me dit que ça n'existe pas. Ouais, puis à Ottawa, on n'a pas l'original, on a une transcription. Là, c'est une occasion rêvée de faire l'acquisition de documents originaux. Numériquement, là, une copie. Évidemment, l'original est resté en France. Mais quand même. Donc de l'avoir puis de le publier, ça, tu débloques des possibilités pour une panoplie de chercheurs, d'historiens, de journalistes, là, professionnels ou amateurs. Ah oui. Ça, c'était une révélation. Ça, c'était une grande fierté. Là. C'est un document, je vais toujours... Puis je continue à fouiller parce que je me dis des fois... Il y en a probablement d'autres. Il y a d'autres documents qui peuvent être égarés puis qu'on pense n'existent pas puis qu'on peut en mettre la main dessus. C'est ça. Comme là, j'ai lu dernièrement, c'est un livre de 1836. Wow. Et là, c'est des bénédictins qui ont fait un travail de mémoire justement pour
pour écrire l'histoire. Puis c'est fou, là, ce que j'ai trouvé là-dessus. Justement, on fait des Antilles. Puis je dis, mon Dieu, puis ça, ben, c'est dans les collections des livres rares numérisés qu'on n'a pas accès, puis qu'il n'y a pas personne. Bruno Arsenault ne parle pas de ça. Plein d'autres historiens là, de l'Acadie, par exemple, ne parlent pas de ça. Puis moi, je suis tombé là-dessus. Puis là, je fouille parce que je me dis, attends un peu, il y a du petit détail intéressant là, qu'on avait perdu, que finalement, qui se retrouve là, qu'on avait colligé à l'époque. Donc, ça, c'est des petites trouvailles qu'effectivement, plus ça va, la numérisation des vieux documents permet Oui, la des fois numérisation. permet justement d'avoir accès à quelque chose qu'on n'avait plus accès. Mais en même temps, dans ça, c'est là, c'est le passionné qui parle. C'est que là, moi, je fouille, c'est quoi les petites notes qu'eux mettent? Parce que là, c'est en 1836, ils mettent des références. Mais ils sont où ces documents d'origine-là dont eux font référence? Et là, ça m'allume, puisque là, je vais trouver encore plus c'est où cette affaire-là. Là. Parce que plus ça va, plus il y a de documents qui sont numérisés. Il y a des efforts vraiment qui sont faits. Là. Dans les années 70, le monde est microfichait. Parce que maintenant, le monde est numérise. Ça démocratise ces documents-là. Mais en même temps, tu as une image. Tu as comme une photo. Il faut le lire quand même parce qu'il y a souvent sont pas indexés, ne sont pas numérisés, tu n'as pas du texte. Puis souvent, quand on fait une recherche, on va sur n'importe quel site, là, on en a parlé souvent, tu vas faire une recherche avec un mot pour voir si tu le trouves dans un document. Mais si le document, c'est une image, tu ne le trouveras pas en faisant une recherche de mots. Il faut savoir aller le chercher. Puis ça, c'est beaucoup plus rapide si tu n'as pas besoin de te déplacer en France, en Martinique pour aller voir le document. Mais reste qu'il faut quand même le trouver, le dit document. Et c'est quand on trouve quelque chose, comme tu disais tantôt, là, c'est une réalisation, c'est un exploit. C'est quelque chose on débarre en le numérisant, ensuite en le démocratisant, on débarre ensuite des recherches pour plein de gens, puis c'est vraiment formidable. Oui, puis moi, cette liste-là que je parlais, on a l'image, justement, dans mon livre, Les Acadiens déportés qui acceptèrent l'offre de Murray, puis j'ai mis la transcription aussi pour que les gens puissent bien le lire. Puis, justement, la plupart de ces Acadiens-là sont venus s'installer au Québec par la suite. Ils ont accepté cette offre de Murray. Puis, c'est ça qui est intéressant parce que là, tous ces gens-là que Stephen White de l'Université de Moncton, du Centre d'études acadiennes, qui n'avaient pas de lien, qui tout d'un coup étaient parachutés de gauche à droite, ben là, oups, il y a un document qui vient confirmer qu'ils font la demande. Ils étaient bien là, ils étaient bien à Preston, puis là, finalement, sont au Québec. Alors ça, c'est sûr que c'est un document qui aide à compléter ces liens-là qu'on avait perdus, par exemple. C'est une belle pièce du casse-tête, là. Ouais. Bon, avant de passer à la conclusion, si on veut en savoir plus sur les Acadiens en Martinique, on peut te lire. Oui. Alors, le titre, Une petite Cadie en Martinique, alors publié en 2016 aux éditions La Grande Marée. Alors, numérisé, puis donc, il est en format numérique, mais aussi en format papier. Il faut évidemment... on n'est plus en 2016-2017, alors il n'est plus sur les tablettes d'un libraire. Il faut donc en faire la commande donc, au libraire. On peut le commander en ligne aussi. Donc, il faut être patient un petit peu là, parce que, bon, la poste. Puis tu as aussi beaucoup d'autres ouvrages sur l'Acadie. Tu as fait beaucoup de recherches en Acadie. On a trouvé beaucoup de choses par tes recherches en Acadie. Qu'est-ce que tu as sorti le plus récemment? Ben là, le plus récemment, c'est mon livre sur Port-Royal qui est sorti l'été dernier, donc au mois d'août 2024. Et puis, ben, c'est ça. Donc là, c'était finalement, ça se destine que ça sera une trilogie. C'était pas prévu du tout comme ça, mais là, finalement, c'est ça qui est en train de se passer. Alors, c'est le tome 2, finalement, de la colonisation de l'Acadie, qui était le tome 1, donc Port-Royal, et le tome 2, développement territorial et démographique, et qui va suivre Annapolis Royal, donc jusqu'à la déportation.
Et c'est lui que j'étais en train de faire, puis j'ai pas eu le choix d'aller faire les autres pour bien installer la population, pour comprendre qui ce qui est où. Donc, c'est ça qui est arrivé. Donc, en faisant aussi Port-Royal, le chapitre 3, les gens vont vraiment l'aimer parce que j'ai réussi, et ça, c'est Ronnie-Gilles Leblanc, historien de Parc Canada, qui m'a vérifié pour ce chapitre-là, avec la carte de 1710, où on sait qui demeure à quel endroit. J'ai réussi avec un document que j'ai fait un croisement. Le document, justement, quand les Britanniques ont décidé de faire d'abolir la seigneurie et de mettre le système anglais de rent, alors qu'ils ont fait une enquête à Port-Royal, qui était à Annapolis-Royal à ce moment-là. Et on sait qui est le premier concessionnaire et qui est le propriétaire en 1734. Et j'ai croisé le tout avec la carte de 1710 et les recensements. Et donc, j'ai réussi à refaire le terrier de Port-Royal, incluant même la ville, donc le bourg, comme on disait à ce moment-là. Et René-Gilles Leblanc n'en revenait pas que j'ai réussi à faire ça. Donc, on voit vraiment du premier. Et là, tout est décrit. J'ai séparé Port-Royal en 6 segments pour être capable de bien suivre la progression du territoire. Ça va quand la date estimée de concession à première maison, incluant petite description là, qui est là, la deuxième maison qui est construite, estimée vers quelle année, qui va y demeure. Et comme ça pour tout Port-Royal. Je suis vraiment très fier d'avoir réussi ça. Et là, ce qui est intéressant, c'est que pour justement ma suite, bien évidemment, avec mon rôle, le dénombrement de 1714, et là, je sais qui est où, parce que ça fonctionne avec la carte de 1710, avec mon croisement de 1734, et là, je suis en train de remonter toutes les familles jusqu'à 1755. Je vais savoir qui est où et qui se fait déporter où. Wow. Donc, j'ai déjà fini. La liste de Pembroke avait déjà été faite. Je l'ai retravaillée. Il y avait une petite erreur dedans. 3 personnes ça ne fonctionnait pas, que j'ai corrigé parce que nos Britanniques nous ont laissé la trace il y a tant d'hommes, tant de femmes, tant de filles, tant de garçons. Alors, mais c'est un travail complètement fou parce que c'est 1664 personnes qui sont déportées que moi, je suis en train de suivre au pain de fin. J'ai déjà ma liste complétée des prisonniers, de ceux qui ont fui. On dit qu'il y a 300 qui ont fui. Je les ai tous identifiés. Donc, ça s'en vient très, très bien. Ça sera la suite là, à Annapolis-Royal. Mais entre-temps, je suis en train de finir celui que j'avais aussi commencé. Mais tout ça est imbriqué. J'ai pas le choix. C'est celui, une petite quasi à Saint-Domingue. Parce que ça implique de savoir ceux qui partent de Caroline du Sud. Ben, il arrivait d'où? Donc, il arrive du Fort Beau-Séjour, de cette région-là. Il arrive aussi d'Annapolis-Royal. Donc là, j'ai pas le choix d'aller vérifier. Il faut que ça marche. Donc, ceux qui sont là, puis ensuite, ils choisissent de s'en aller à Saint-Domingue, ben, ils arrivent d'où? Donc, j'ai tout un portrait familial à construire qui est complexe. C'est ce qui fait en sorte que je travaille les deux un petit peu en parallèle. Mon livre Annapolis et mon livre sur Saint-Domingue pour compléter le tout. Mais Saint-Domingue avance très bien aussi. Donc, On pense une sortie à peu près quand? C'est pas encore trop tôt pour en parler? Ah, ça, c'était un peu trop tôt. Saint-Domingue. On essaie d'avoir des scoops, tu sais. Si je suis chanceux, ça serait peut-être pour Noël 2025. Sinon, ça sera 2026 assurément. Et devrait suivre Annapolis-Royal, peut-être 26, peut-être 27. Là, ça va dépendre comment je réussis à développer le tout. Parce qu'entre-temps, j'ai plusieurs autres projets, comme vous le savez, notamment le spectacle d'Évangéline, dont je suis consultant historique. Alors, donc là, quand on me demande quelque chose, ben, je suis obligé de tout mettre de côté parce qu'il faut que je fasse ce travail-là. Ça fait vraiment ben de la peine d'arrêter le tout, mais en même temps, c'est un maudit beau problème. C'est bien occupé. Justement, si tu veux peut-être nous parler de ce spectacle-là. Nous, on est au courant, là, mais peut-être c'est quand est-ce qu'on peut voir? Qu'est-ce que c'est? Comment que ça marche? Qui peut le voir? Quand? Où? Ben, alors, déjà,
Évangeline, c'est une production qui sera du même type que Notre-Dame de Paris ou Les Misérables. Alors, c'est pas une petite pièce de théâtre ou c'est pas seulement une petite comédie musicale, c'est de grande ampleur. C'est aussi le metteur en scène, il a travaillé pour le Cercle du Soleil. Je vais vous donner un petit aperçu de comment ça sera gros. Grandiose. Oui, c'est une très grosse grandiose. production. Et c'est musique originale aussi. Alors, vraiment, les compositeurs et les auteurs de la pièce, c'est monumental, là. Je veux dire, ils n'ont pas repris des chansons déjà faites. Tout est nouveau. Oui, c'est le poème d'Évangeline de Longfellow, mis au goût du jour, c'est-à-dire avec les faits historiques réels, à la limite près, c'est-à-dire que il y a quand même un poème à respecter. Le poème ne respecte pas nécessairement l'histoire. Donc là, il y a tout ça aussi qui est complexe. Mais quand même, moi, j'ai fait un travail, justement, j'ai lu souvent le travail des auteurs, autant chansons que pour la pièce en tant que telle, les paroles, la mise en contexte, pour faire s'assurer que ce soit le plus vraisemblablement possible, réel. Comme je dis, il y a toujours une petite nuance près parce qu'il y a adaptation scénique aussi, là. Évidemment, c'est pas un film. C'est une adaptation d'artiste, de toute façon, et on a le droit d'être pas 100% là. Mais quand même, ça va être le plus... Même moi, ce que j'ai demandé, c'est que ce qui n'est pas respecté en fait historique soit expliqué dans le cahier, dans le petit livret qui va être remis justement pour pas créer de fausses attentes, impressions, de quoi que ce soit, ou de laisser un mauvais goût sur... mais là, je sais qu'ils sont en train de finir les enregistrements musicaux, puis ils ont commencé les pratiques, là, c'est déjà commencé. Le spectacle aura lieu à la Place des Arts de Montréal en février. Il va être à Québec par la suite et sera aussi à Moncton. Mais évidemment, ça prend de grands amphithéâtres pour recevoir une production comme ça. Donc, ça peut pas être à n'importe quelle petite salle, là, de n'importe quel petit endroit. Donc, ça prend quand même de l'espace. Alors, ça s'en vient en février. Donc, les billets sont déjà en vente pour Québec aussi et puis pour Moncton aussi, c'est déjà en vente. Donc, voilà. Ah, super. Sinon, est-ce que tu as des conférences, Salon du livre de prévues là, qui s'en viennent prochainement? Ben là, oui. Là, mon horaire par cœur, je ne sais pas, mais j'ai quelques conférences, oui, qui sont déjà préparées là, pour ce printemps, mais même début de l'été quasiment. Je serai aux fêtes de l'Acadie, justement, à Saint-Jean-sur-Richelieu cet été. Ensuite, ça reprend un peu partout cet automne. Là, j'ai toutes sortes de places, puis probablement que je serai dans les salons du livre, effectivement, cet automne. Assurément celui de Montréal. Tout est à confirmer encore pour le reste parce qu'on est encore tôt. Mais oui, parce que j'ai un autre livre qui s'en vient. Donc là, peut-être que peut-être sera sorti pour ce moment-là. J'ai aucune idée. Puis là, je suis en attente, donc j'ai pas de détails. Je peux pas aller plus loin que ça. OK. André Carl, ce fut, comme d'habitude, très intéressant. Très instructif. Très instructif. On a appris bien des choses. Puis là-dessus, ben, écoute, on te souhaite une excellente fin de journée. Merci beaucoup. Ben, merci. Attention aux autres.